Jean-Claude Bourré, bonjour. Bonjour. Vous avez publié 2 ouvrages chez Guîtres et Daniel. Le premier qui s'appelait OVNI, l'extraordinaire découverte. Le deuxième, Contact cosmique, jusqu'où peut-on penser trop loin? Et vous avez publié ces ouvrages avec Jean-Pierre Petit, qui est un chercheur qui s'est consacré à la recherche des ovnis, entre autres. Note de Wilbert Smith du 21 novembre 50, archives Université d'Ottawa, début du projet Magnette et recherche d'un mode de propulsion OVNI versus le magnétisme. Je me dis, qui était ce Wilbert Smith? C'était un scientifique de très haut niveau qui avait commencé à s'intéresser, avec sa connaissance terrienne, à ce que des témoins rapportaient. Parce que quand on s'intéresse au dossier des ovnis, on se rend compte qu'il y a des dizaines de milliers de témoignages parfaitement crédibles, dont certains sont classés secret défense dans les grandes armées du monde, États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, France, Espagne, Italie, etc. Et que seuls ceux qui ne connaissent pas le dossier OVNI pensent que c'est quelque chose de rigolo, que c'est fait par des croyants, par des gens qui sont un petit peu zinzins. Voilà, et Wilbert Smith, dans ses notes, dit c'est plus sérieux que la bombe H pour les Américains, et les ovnis existent, et c'est un document de l'époque, totalement certifié conforme. Nous sommes en 1967, dans le Montana Bunker, qui est à moins 30 mètres. Il y a 200 à 300 missiles Minuteman qui sont prêts à être déclenchés. Un ovni se présente devant la porte d'entrée du Montana Bunker et ordre de tir est donné au capitaine Robert Salas. Que s'est-il passé? Alors Salas fait partie de ces officiers de l'armée américaine qui sont maintenant en retraite et qui ont été confrontés dans le cadre de leur responsabilité militaire à un authentique et incontestable cas d'objet volant non identifié. L'OVNI ne s'est pas présenté à la porte de ce tir de silo, mais il s'est présenté évidemment au-dessus des silos dans la zone militaire gardée par des soldats de l'armée américaine. Salas, lui, il était au sous-sol, c'était un officier qui commandait la zone de tir. Et au début, quand on lui a téléphoné en disant « Mon capitaine, on est survolé par un truc bizarre, on dirait une soucoupe volante, etc. » Il a dit « Bon, arrêtez vos conneries », parce qu'il parlait en militaire, « Arrêtez vos conneries, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de vos plaisanteries. » Il dit « Non, mon capitaine, c'est pas une plaisanterie, il y a vraiment quelque chose qui nous survole. » Et je vous la fais courte, d'un seul coup, les voyants verts qui indiquaient que toutes les fusées balistiques étaient prêtes à être tirées éventuellement sur la Russie soviétique, sont toutes passées au rouge, instantanément. Et je vais vous faire une confidence. En ce moment, en France, depuis quelques années, les objets volants non identifiés survolent les centrales nucléaires. Mais cela pose des problèmes absolument considérables, parce que si une civilisation vient nous voir, ce que je crois, c'est évidemment qu'elle a découvert de nouvelles lois physiques qui lui permettent un voyage d'une planète à une autre planète, d'un système solaire à un autre système solaire. Donc ces lois physiques dont Jean-Pierre Petit révèle quelques pistes dans nos 2 derniers livres, notamment avec l'univers de masse négative, permettent de comprendre une chose, c'est que comme ils ont des connaissances que nous n'avons pas, s'ils prenaient contact avec nous avec ces connaissances, ils pourraient détruire quasiment instantanément notre civilisation. De quelle façon? Je vais donner 1 ou 2 exemples. Ils arriveraient, ils diraient comment? Vous avez des maladies insignifiantes, le cancer, Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. Bon, tout le monde prend cette pilule et vous êtes instantanément guéri. Et non seulement vous êtes guéri, mais vous ne serez sujet à aucune maladie. Les médecins, les infirmières, les hôpitaux, les cliniques, tout ça disparaît instantanément. Il vous dit comment vous envoyez vos enfants à l'école de l'âge de 3 ans à la maternelle jusqu'à 30 ans pour ceux qui font des études très très supérieures. Eh bien, voyez, vous asseyez dans ce fauteuil, vous mettez ces écouteurs, on appuie sur un bouton pendant 10 secondes et vous avez toute la connaissance de l'univers dans le cerveau. Les instituteurs, les professeurs, les écoles, les universités, tout ça disparaît. Donc, vous voyez, les conséquences pourraient être absolument hallucinantes pour notre société. Et ils attendent peut-être que nous soyons arrivés à un certain degré de développement pour que le choc
civilisationnel entre eux et nous ne soit pas destructeur pour nous. Alors, peut-on penser que les nouvelles armes russes usent de la technique MHD révélée par les recherches de Jean-Pierre Petit? Je pense aux torpilles sous-marines qui roulent dans l'eau à 2000 km/h, la fusée Aurora qui est à 10 000 km, qui monte à 60 km et qui peut rentrer dans l'atmosphère sans bouclier thermique. Est-ce que, quelque part, les Russes ne font pas ce que la France aurait dû faire si elle écoutait Jean-Pierre Petit? Alors, je ne suis pas un spécialiste des armements sophistiqués, qu'ils soient américains ou russes, mais ce que je sais, pour en avoir discuté avec Jean-Pierre Petit, c'est que le sujet sur lequel il a travaillé, la magnéto-hydrodynamique, la MHD, correspond exactement à ce que le président Poutine a révélé il y a un peu plus d'1 an sur ces nouvelles armes qui peuvent voler à plus de 5000 ou 6000 km/h dans notre atmosphère sans faire de banque supersonique. Dans votre ouvrage, il y a une coupe en plan d'OVNI. Quel est l'élément scientifique numéro 1 qui pourrait expliquer comment ces objets volants apparaissent et disparaissent à la vitesse grand V et changent de direction à toute vitesse sans mettre en péril éventuellement la vie de ses occupants? Alors vous savez, si vous aviez fait cette interview il y a 200 ans seulement, et si vous aviez été face à un terrien du futur qui vous aurait dit on peut aller de Paris à l'Amérique du Nord en 2h30, vous auriez dit c'est totalement impossible, parce que la puissance de la lame d'une vague sur l'étrave d'un bateau augmente avec le carré de la vitesse, la force. Donc c'est totalement impossible, parce qu'on peut imaginer peut-être un jour, s'il y avait beaucoup de vent, qu'un bateau puisse aller à 30 ou 35 km/h, mais à partir de 35 km/h, la force de résistance de la mer est tellement énorme que c'est impensable. Et là, vous me parlez de quelque chose qui va non pas à 35 km/h, mais peut-être à 2000 km/h. C'est complètement fou, complètement impensable, complètement inimaginable. Donc c'est complètement utopique. Et pourtant, après la mer, après la terre, l'homme a conquis l'air. Et dans l'air, il a commencé à voler aux vitesses minimales qui permettent à un plus lourd que l'air de se sustenter, c'est-à-dire 120, 130 km/h. Et puis, on a augmenté la vitesse, 500, 1000, le mur du son, 100 km/h, et puis, avec Concorde, plus de 2000 km/h. Mais ça, c'était impensable il y a encore 2 siècles. C'était même impensable il y a encore 100 ans. Donc, toute l'histoire de l'humanité, notamment des derniers siècles, nous montre que ce que nous pensions totalement impensable il y a ne serait-ce que 50 ans, est une réalité quotidienne dont nous bénéficions aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas quelle est la technologie employée par ces extraterrestres, je constate simplement les effets de cette technologie. Jean-Pierre Petit parle du modèle Janus, et comment ce modèle Janus donnerait la clé des voyages interstellaires? Alors, il donne, à travers les hypothèses qui sont basées sur des calculs, et notamment la transcendance des équations d'Einstein d'il y a près d'1 siècle. Jean-Pierre Petit a repris les équations d'Einstein et les a complémentarisées. Il a fait un travail absolument remarquable qui devrait lui valoir le prix Nobel s'il n'avait pas commis l'erreur de heurter de front la communauté scientifique en disant qu'il croyait à l'existence de vie extraterrestre. Alors ça, c'est totalement tabou. J'ai mis longtemps d'ailleurs à comprendre pourquoi c'était tabou. Pourquoi c'est tabou? Eh bien tout simplement parce que quand vous êtes agrégé d'université, que vous enseignez au plus haut niveau à Polytechnique, et qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire « mais attention, t'es peut-être pas seul dans l'univers, parce que moi j'ai la preuve qu'il y a des intelligences venues d'ailleurs qui nous visitent ». Le gars, il se sent complètement dépossédé de son piédestal où il est au sommet de la pyramide. Il dit « mais qu'est-ce que je vais représenter par rapport à des intelligences venues d'ailleurs? Rien, je serai une fourmi par rapport à un prix Nobel ». Moi, ce que je pense, pour en avoir discuté avec des scientifiques qui parlent off, comme on dit dans notre métier, c'est que c'est un homme extrêmement brillant, c'est même un génie, et dont le génie n'est pas encore reconnu par toute la communauté scientifique, mais il faut aller sur son site. Vous tapez Jean-Pierre Petit, vous allez tomber sur son site et regarder les vidéos qu'il a faites, notamment les dernières. Eh bien, Jean-Pierre Petit a imaginé ceci, basé sur des calculs, c'est pas sorti de son oui, j'ai vu les équations dans votre ouvrage. Voilà. Alors, il pense que notre univers
qui est là autour de nous. Voilà, il y a mon front, il y a mon t-shirt, etc. Notre univers bien physique, que nous côtoyons tous les jours, s'imbrique dans un autre univers qui est de masse négative et que nous ne voyons pas. Mais dans cet univers Gémeaux, c'est ça? Dans cet univers de masse négative, qui est peut-être gémellaire, on ne le sait pas, dans cet univers de masse négative, les distances et les vitesses, et la vitesse de la lumière notamment, ne sont pas les mêmes que dans notre univers. Dans notre univers, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. En gros, la Terre à la Lune en une seconde. Bon, la Terre à la Lune, ça fait en gros 380 000 km, enfin ça dépend de la position de la Lune. En une seconde, ça semble déjà énorme, mais c'est rien. Parce qu'à la vitesse de la lumière, il nous faut 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Juste pour traverser la galaxie, 100 000 ans à 300 000 km par seconde. Donc on est face à quelque chose de tellement immense que la plupart des gens ne l'imaginent tellement pas. Mais avec l'hypothèse de l'univers d'une masse négative qui est imbriquée dans notre univers de masse positive, ça veut dire qu'il y a peut-être en ce moment-là, à ce moment précis où nous enregistrons votre émission de télévision, il y a peut-être des extraterrestres qui sont autour de nous et puis qui nous regardent et qui d'ailleurs doivent bien rigoler en constatant le niveau zéro de notre intelligence. Et de nos interrogations. Voilà. Donc lui, il dit, à partir du moment où il y aurait un autre univers de masse négative qui remplace la théorie de la matière noire que tout le monde connaît et utilise depuis 60 ans, comme il y a une partie de l'univers dont on ne comprend pas les circonvolutions, les scientifiques ont imaginé l'existence d'une pseudo-matière qu'on appelle la matière noire, que jamais personne n'a détectée. En revanche, les observations qui sont faites par les plus grands observatoires, confrontées à la théorie de l'univers de masse négative, ça colle complètement. Le concept Janus. Le concept Janus, l'univers positif, l'univers négatif qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc là, on pourrait aller 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière, 10 fois plus vite, les distances seraient 10 fois plus courtes, non, même 100 fois plus courtes, donc ça fait un facteur 1000. Donc quand il vous faut 1000 jours, c'est-à-dire presque 3 ans pour aller d'un point A à un point B dans l'univers, en passant par l'univers de masse négative, on met plus qu'un jour. Donc vous voyez, c'est une révolution totale, exactement comme le Concorde par rapport à un voilier. Eh bien, Jean-Claude Bohème, merci beaucoup pour toutes ces informations.